Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode du Space d'Héraclès, le podcast consacré à l'Antiquité grecque. Merci Benoît Leclerc d'avoir accepté mon invitation ce soir. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter rapidement. Bon, vous connaissez tous le principe de l'émission. J'invite une personnalité, donc soit un passionné, un universitaire, un professeur qui a l'Antiquité pour passion. Et ce soir, donc, nous allons parler des Grecs, de la relation entre les Grecs et les barbares. Donc, on va expliquer tout ça, les notions de barbares, etc., à nos auditeurs. Mais avant ça, j'aimerais qu'on dise deux mots sur notre invité Benoît. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Benoît Leclerc. Je suis enseignant d'histoire géo donc en lycée techno depuis bientôt 15 ans. Je suis enseignant à Roubaix, donc il y a de quoi faire. Non, je ne m'ennuie pas. Et je suis un grand passionné d'histoire grecque depuis ma plus tendre enfance. Grand passionné évidemment d'Alexandre le Grand. Ensuite, comme c'était un petit peu bouché, on va dire que je me suis surtout spécialisé sur les diadoques, l'époque hellénistique, donc les guerres de succession. Et j'ai réalisé un mémoire de maîtrise à l'époque sur Romaine de Cardia, donc l'un des grands diadoques. Et de fil en aiguille, je me suis lancé sur Wikipédia, donc en 2007, et j'ai rédigé plusieurs centaines d'articles sur Wikipédia, notamment celui sur Alexandre le Grand, ni plus ni moins. Donc voilà, j'ai énormément poncé le sujet sur Wikipédia, donc voilà, j'ai écrit des centaines d'articles, essentiellement en histoire hellénistique, moi un petit peu Grèce classique, mais enfin voilà, j'ai fait quasiment tous les royaumes, voilà, c'est le Cid, l'Agide, les Attalides, et puis de fil en aiguille, je me suis lancé sur les pages des peuples barbares, qui étaient assez légères en français. J'ai poncé tous les sujets d'histoire hellénistique, Alexandre le Grand, les royaumes des diadoques, toutes les pages sur les diadoques, les batailles, Alexandre le Grand. Donc il y a eu un label médaille d'or, parce que bon, si ça vous intéresse, mais on pourra parler de Wikipédia plus tard éventuellement, mais voilà, il y a des systèmes de vote de label. Donc j'ai eu 2 médailles d'or, donc pour Séleucide et pour Alexandre le Grand, et une médaille d'argent pour Antigone. Après, je cours pas après les médailles, mais bon, ça fait plaisir dans mon palmarès, on va dire. C'est un signe que les articles sont de qualité. Ouais, voilà, des références, on va dire, nombreuses. Et pour le coup, de fil en aiguille, je me suis intéressé au peuple barbare parce que je trouvais que leur page était quand même assez légère, du moins dans le Wikipédia francophone, comparé au Wikipédia anglophone, où il y a certes beaucoup plus de contributeurs. Donc là, récemment, en fait, j'ai refait de A à Z les pages notamment consacrées aux Scythes, aux Thraces et aux Illyriens, principalement. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne. Donc, à chaque fois, c'était les relations entre les Grecs et ces peuples. Et puis, au final, ça m'a motivé pour sortir un livre, enfin, j'ai envie de dire, parce que depuis le temps que je travaille un petit peu dans l'ombre sur Wikipédia, j'avais besoin peut-être d'une certaine reconnaissance, on dira, qu'on sache un petit peu qui est la personne derrière tout ça, parce que sur Wikipédia, c'est quand même anonyme, même si j'ai un pseudo, Apollonides, je ne l'ai pas changé depuis le temps, mais bon. Donc les gens me connaissent un peu sur Wikipédia, c'est un petit milieu, en histoire grecque, on n'est pas tellement nombreux à produire du contenu régulièrement, donc on se connaît, on se respecte, on va dire. Et voilà, donc je voulais marquer le coup, donc j'ai eu la chance de pouvoir être édité chez l'Harmattan, et le livre est dispo, il est déjà en précommande sur les plateformes de vente en ligne ou chez votre libraire préféré. Donc voilà, un gros pavé, 300 pages, assez dense, mais qui honnêtement, je pense se lit agréablement parce que j'ai classé donc il y a 20 chapitres, dont 16 chapitres consacrés aux relations entre les peuples barbares, dits barbares, et donc c'est classé par ordre alphabétique, donc on peut lire dans le sens qui nous plaît. Si on veut commencer par les Thraces, on peut faire les Thraces. Si on veut faire les Illyriens, on fait les Illyriens. Il y a des peuples assez connus, d'autres moins. Je parle aussi des Pélages, aussi, des indigènes de la Grèce. Je parle aussi des relations avec les Juifs. Et puis je termine aussi sur les points communs liés à l'indo-européanité également. Donc voilà, vaste programme. Eh bien, j'ai partagé ton ouvrage avec nos auditeurs. Ils pourront admirer très aimable. La couverture et se le procurer. Moi, je le prendrai, je pense, dès le mois de janvier. Puis je ferai un petit retour avec plaisir à mes
à mes abonnés. Moi, j'avais une question entre auteurs, entre guillemets. Oui. Alors, comment s'est déroulé le processus de cet ouvrage? Est-ce que c'est toi qui l'as écrit et qui l'as proposé aux éditeurs ou on est venu te démarcher? Comment ça s'est passé? Non, non, j'ai cru en ma bonne étoile. Disons que ça faisait quand même longtemps que j'y pensais, et même on me l'avait suggéré. On m'a dit, ah, bah, tout ce que tu fais comme boulot sur Wikipédia, c'est quand même pas mal de marquer le coup, d'avoir voilà, une certaine reconnaissance. Donc, non, non, c'est moi qui ai pris l'initiative. Donc, sachant que j'avais déjà pas mal débroussaillé avec mes vidéos. En gros, les textes que j'ai proposés là dans mon livre, c'est les textes que j'ai pu faire pour mes vidéos, mais évidemment améliorés et beaucoup plus littéraires, on va dire. Et non, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé mon manuscrit à l'Harmattan. Alors j'ai bien choisi parce que voilà, c'est un éditeur qui publie relativement facilement, notamment tout ce qui est livres d'universitaires. Donc au départ, ils étaient très liés à l'histoire, à la géographie de l'Afrique. D'ailleurs, l'Harmattan, c'est un vent en Afrique. Et donc, ils publient assez facilement, on va dire. C'est en termes de volume le plus gros éditeur français. D'accord. Voilà, oui. Donc, en fait, il y a quand même un revers de la médaille, c'est que ils relisent un petit peu à la va-vite. Moi, par exemple, je vous le dis très clairement, il y a encore des petites coquilles, mais vraiment, voilà, des petits détails de typo, mais qui sont un petit peu embêtants. Ou bon, voilà, il y a des S, des E en trop. Bon, il y a des petites coquilles encore. Bon, après, le livre est très très dense, donc je pense qu'on me pardonnera. Et après, le principal, c'est que les noms propres, tout ça, c'est effectivement très propre, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, l'Harmattan est connu pour ça. Moi, j'ai eu les échos par des milieux universitaires, ce que parfois la relecture est un petit peu rapide. Et après, pour être tout à fait transparent, ils vous rémunèrent qu'à partir de 500 exemplaires vendus. D'accord. Donc beaucoup, en fait, d'universitaires sont bien contents d'être publiés, mais font pas ça pour l'argent. Voilà, moi, c'est pas le cas non plus. Je fais ça pour, on va dire, marquer le coup, pour légitimer un petit peu le travail que j'ai pu faire sur Wikipédia, notamment. Mais voilà, c'est ça un petit peu le deal. C'est qu'il faut en vendre 501 pour toucher 7% du livre. Donc, d'accord. Bon, c'est pas ça qui va faire ma fortune. On fera un petit peu de promotion, de propagande. Oui, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, on va continuer sur ton profil, ton parcours. Deux dernières questions avant de commencer l'émission. Moi, je voulais savoir, c'est la question que je pose à tous mes invités. J'en ai deux. Oui. Comment est né et quand et comment sont nés cet intérêt spécifique chez toi pour l'Antiquité grecque? À quel moment? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que ça remonte en oui, France? je m'en souviens très très bien. Alors, j'ai un père qui est passionné d'histoire, qui est un autodidacte, qui est imprimeur, mais passionné d'histoire, donc il m'a toujours mis des livres d'histoire entre les mains. Et il y avait une collection magnifique, donc j'ai 48 ans, hein, je commence un petit peu à être âgé. Ça s'appelait La vie privée des hommes. Je ne sais pas si certains connaissent, c'était des livres rouges magnifiques avec des illustrations. Moi, je pouvais passer des heures à regarder ces livres, ils étaient absolument magnifiques. Et j'avais un livre qui est, je pense, introuvable, c'était L'armée grecque. Et je l'ai perdu, malheureusement. Et il m'avait fasciné, ce livre. Et donc voilà, j'ai toujours une passion pour l'histoire grecque, très très ancienne. Après, un petit peu comme tout le monde, c'était plutôt Athènes et Sparte, on va dire. Et après, pour être tout à fait honnête, j'ai découvert Alexandre le Grand, je me suis vraiment passionné pour lui à travers la figure de Jim Morrison. Ah, pourquoi? Il a fait une chanson sur Alexandre? Non, même pas, mais c'est qu'en fait, c'était la grande époque, dans les années 90, il y avait le film d'Oliver Stone, etc. Bon, c'était une grande mode, hein, les Doors, j'étais un grand fan des Doors plus jeune. Bon, maintenant, je suis passé au métal, mais bref. Toujours est-il que Morrison, le côté un petit peu romantique, le côté esthète, jeune homme flamboyant, voulait un peu imiter Alexandre, notamment sa posture. On sait qu'Alexandre avait sans doute un problème au cou. En tout cas, il avait toujours la tête un petit peu penchée. Et il y a une scène dans le film, d'ailleurs, où on voit qu'il veut imiter Alexandre le Grand dans la posture. Et donc, bref, je me suis intéressé à ce personnage-là. Et j'ai acheté la biographie de Paul Fort, que j'ai là sous les yeux. C'est un archéologue et qui a refait à pied, littéralement, tout le chemin en Asie centrale, notamment. Donc, c'est un sacré personnage. Hein. Il avait aussi la biographie d'Ulysse, d'ailleurs, ce Paul Fort. Et donc, voilà, une grande passion pour Alexandre le Grand. Et ensuite, pour être tout à fait précis, j'étais un grand passionné de wargame, donc de jeux de stratégie, mais sur carte, hein, donc sur papier à l'époque, on va dire. Et je me suis lancé dans toutes les batailles des diadoques. Donc c'est comme ça que je me suis lancé sur Antigone, Eumène, Démétrios, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Eumène de Cardia. Donc vous voyez comme quoi tout peut amener à l'histoire grecque, j'ai envie de dire.
Un Cardien parmi les Macédoniens. C'est ça, enfin, un grec, on va dire. C'est un peu la problématique de mon mémoire à l'époque. Sachant que, pour faire une toute petite parenthèse là-dessus, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, qui est comme relativement mineur, mais c'est qu'en fait, son compatriote, c'était Hieronymus de Cardia, qui était secrétaire aussi dans la chancellerie macédonienne, et qui a écrit l'histoire de la succession d'Alexandre, donc qui a été perdue, mais reprise plus tard par Arien. Et donc forcément, il avait une vision assez améliorative de Mène en tant que défenseur des Argéades, sachant que Mène, qui est un personnage relativement obscur, bon, qui était chancelier comme d'Alexandre, mais il n'a pas joué un rôle, il est mort assez rapidement, donc tué par Antigone en 316 à la bataille de Gabienne. Il a été l'objet donc d'une biographie de Plutarque, ce qui est quand même pas mal. Sachant qu'Antigone, par exemple, et Séleucos, eux, n'ont pas été l'objet d'une biographie de Plutarque. Il me semble qu'il fait partie des vies de Plutarque, humaines. C'est ça. C'est ça, mais c'est étonnant parce qu'il y a d'autres diadoques qui n'ont pas des vies. Par exemple, Antigone, Séleucos, Cassandre, etc. Même Ptolémée. Ptolémée n'a pas de vie, c'est étonnant. Il ne les aimait peut-être pas. Hein. Il y avait peut-être le pied aussi de l'auteur. En fait, Plutarque était très hellénophile. Et justement, je pense qu'il s'intéressait à Eumène en tant que grec parmi les semi-barbares macédoniens. Donc on y reviendra peut-être, mais certains considéraient les Macédoniens, à tort d'ailleurs, mais comme des barbares. Donc je pense que c'est pas pour rien que Plutarque était déjà assez critique envers les barbares. Il traitait même d'Hérodote de Philo-Barbaroi, donc qui écrit assez tardivement. Hein, Plutarque, on est là vers le 1er siècle de notre ère. Hein. Mais il était très philhellène. Alors c'est bien dommage, puisque la moitié de ses vies sont consacrées à des barbares du Latium. Oui, certes, mais les Romains étaient quand même les porte-étendards de l'hellénisme. Bien sûr. Voilà, mais il était assez anti-barbare. Donc c'est ce que je montre un peu dans mon livre, c'est que parmi d'autres auteurs, notamment Polybe ou Thucydide ou Hérodote, Plutarque est un peu plus sévère envers les barbares, notamment les Perses. Bah, d'ailleurs, il me semble que c'est lui qui, entre guillemets, insulte Hérodote de Philo-Barbaros. Ouais, c'est ça, tout à fait. L'ami des barbares. Oui, tout à fait. Alors là, c'était péjoratif. Hein, oui, dans sa bouche, c'était péjoratif. C'était très péjoratif. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Benoît. Avec plaisir. Alors, du coup, on va commencer l'émission par une question très simple. Donc, qu'est-ce qu'un barbare? Alors, vaste sujet. C'est un petit peu la problématique de l'ensemble de mon ouvrage, parce que j'ai vraiment poncé le sujet. Je me suis dit, voilà, je vais pas parler des Perses tout de suite. Voilà, donc c'est effectivement déjà un lieu commun de la modernité. C'est un terme dont on parle à tout bout de champ. Enfin, je veux dire, c'est devenu même un lieu commun, un stéréotype, que ce soit au mieux dans l'heroic fantasy, mais au pire dans toute la propagande de guerre. Donc déjà le barbare. Mais après, si on veut s'intéresser à l'étymologie, au départ, en fait, c'est une onomatopée. C'est l'idée de baragouiner. Hein, ça fait barbare. Donc c'est une langue qui n'est pas intelligible pour le commun des Grecs. Donc en fait, le mot barbare, c'est une onomatopée qui a été reconstruite. Alors la première occurrence, c'est écrite, en tout cas, c'est chez Homère, à propos des Cariens, donc la Carie qui est au sud de l'Anatolie. Sauf qu'en fait, le terme n'est pas très clair parce qu'on ne sait pas si le terme barbare veut dire... Enfin, il parle d'une langue. En fait, il ne parle pas des Cariens comme barbares, il dit les Cariens au langage barbare. Vous voyez ? Donc déjà, on ne sait pas trop barbare si on le traduit. Est-ce que ça veut dire incompréhensible ou étranger ? Donc déjà, ce n'est pas très très clair. Donc le sens, en tout cas, chez Homère n'est pas très très clair, sachant d'ailleurs qu'il n'a pas du tout de vision négative des Troyens. D'ailleurs, les Troyens prient les mêmes dieux que les Grecs. Donc déjà, Homère ne va pas dire que les Troyens sont des barbares. C'est bien plus tard, donc on va dire 2 siècles plus tard, si tant est qu'Homère ait bien existé, mais ça c'est encore un autre débat. Hérodote, c'est lui qui va vraiment populariser le terme pour parler effectivement des Perses, mais aussi des Égyptiens, sachant d'ailleurs que les Égyptiens ont aussi un terme équivalent à barbare. Mais au départ, par définition, c'est ceux qui ne parlent pas grec. Et après, par extension, c'est ceux qui ne vivent pas en cité, qui ne sont pas régis par le logos, on dira. Hein, ce n'est pas des êtres politiques. Et ensuite, avec les guerres médiques, et donc, au fil des histoires d'Hérodote, on voit que le terme va évoluer pour qualifier l'ennemi, ou en tout cas le non-civilisé, sachant qu'on peut distinguer quand même des barbares civilisés. Hein, pensons quand même aux Égyptiens, aux Babyloniens, et puis les barbares non civilisés. Hein, pensons aux Celtes, par exemple, ou aux Illyriens, pour citer en tout cas les peuples proches des Grecs à l'époque. Donc voilà, c'est un terme qui a changé de sens. Ensuite, il sera repris par Thucydide. Mais lui, il a une vision, on va dire, assez biaisée, parce qu'il considère tout barbare, tous les peuples qui vivent au nord de Delphes comme des barbares. Même les Macédoniens, même les Épirotes, ce qui est tout à fait discutable.
Voilà pour le sens général. Mhm. Et du coup, ce que tu disais, du coup, c'est un peu, ça part d'une onomatopée. Mais en fait, Oui. finalement, on peut retrouver l'équivalent du mot barbare chez tous les peuples et dans toutes les langues. De toute façon, Bah, notamment barbare, les c'est l'une Égyptiens. ou Alors, je l'autre. n'ai pas le mot en tête, mais je sais par exemple Mhm. aussi, il y a l'équivalent de baragouiner. Alors, j'ai pas de bêtises, je me mémoire, c'est le pain et le vin en breton. D'accord. Alors, je ne connais pas, excusez-moi, le breton, mais baragouiner, c'est le pain et le vin, qui a été repris pour se moquer j'allais dire, des travailleurs bretons en exode rural qui venaient travailler à Paris notamment. Donc, baragouiner, par exemple, ça vient du breton, donc des langues celtiques. C'est le pain et le vin, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire parler un langage inintelligible pour. Oui, voilà. Mhm. Donc, au départ, c'est un terme, on va dire, pour classer les populations en fonction de leur langue. Et ensuite, évidemment, bon, bah, il y a quand même l'idée très claire qu'on retrouve aussi chez Hérodote. Pourtant, Hérodote est plutôt laudateur envers les barbares, mais en tout cas, un barbare, par définition, il ne vit pas en cité. Mhm. Alors, soit il vit en tribu, soit il vit sous un régime despotique. Pensons par exemple aux Babyloniens ou aux Perses ou aux Égyptiens. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idéal grec, donc en opposition barbare, c'est d'abord celui qui vit en cité et qui est régi par le logos et le nomos, hein, donc la loi. Mhm. Voilà. Et du coup, de l'autre côté du spectre, comment on peut définir et comment se définissaient les Grecs eux-mêmes? Je crois qu'on a cette définition chez Hérodote d'ailleurs. Qu'est-ce qui Oui, alors là définit un aussi, grec? alors déjà pour lui, déjà là, si je reviens dans mon livre sur la différence entre grec et hellène, bon là c'est un petit peu pointu, un petit peu obscur, donc déjà les origines, d'où vient le mot hellène, on pense que c'est une tribu d'Épire qui a donné le mot hellène. Sachant que le mot grec, bon, bah, vous le savez, un graiki vient des latins, parce que les Grecs s'appelaient déjà Hélène. Déjà, ça réduit un petit peu le débat, mais on dira qu'effectivement, les Grecs, ils se définissent d'abord par leurs croyances. Donc les sanctuaires, voilà, les sanctuaires panhelléniques, les dieux olympiens, par les langues, même s'il y a des formes dialectales, hein, il y aura l'ionien, le dorien, l'attique, le macédonien, les pyrotes, etc. Donc c'est d'abord la langue. Et ensuite, l'idée quand même, comme je disais, le nomos, la loi, donc la loi écrite, et le logos. En tout cas, c'est ce que je dis bien aussi dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de conception raciale. C'est ça qui est très important. Le mot race, tel qu'on l'entend dans le sens moderne, n'a pas d'équivalent en grec. Ethnos, par exemple, c'est une tribu. Géné, donc ce qu'a donné génétique, c'est qu'on dirait le genre, donc le genre dans le sens d'une espèce. Donc il n'y a pas de conception du terme de race. Jamais, dans les écrits grecs, on parlera de la couleur de peau de quelqu'un. On va le définir en fonction de ses mœurs, donc parfois de manière très sévère, mais on va jamais juger par essence quelqu'un par ses origines, sa couleur de peau ou sa religion. Donc c'est intéressant de le noter parce que les Romains avaient une dimension peut-être un peu plus raciale, mais les Grecs l'ignoraient, donc sans tomber non plus dans une forme de naïveté, mais en tout cas, il n'y a pas d'équivalent au terme de race, notamment ethné, parce que ethnique, littéralement, ça veut dire une tribu. Sachant que les Grecs avaient plusieurs ethnies, donc déjà, les Grecs n'étaient pas évidemment un ensemble unifié. Alors, c'est intéressant parce que dans certaines traductions, alors j'ai pas les textes en tête, mais le mot ethnos ou ethné sont traduits par race en français. Alors, c'est peut-être pas le bon mot qui doit être Oui, utilisé. alors il y a plusieurs, parce que voilà, c'est polysémique, mais si on prend le sens, voilà, si on va le chercher chez Hérodote ou Thucydide, on pourra traduire par tribu, comme on dira par exemple les Doriens, c'est un ethnos, ou ethné au pluriel, les Achéens, c'est un ethnos. Donc voilà, après par extension, on va dire peuple, mais le mot race, ce sera plutôt géné, ce qu'a donné génétique, D'accord. par exemple. Et il y a phylone également aussi, de mémoire. Donc il y a déjà 3 termes pour qualifier le mot race. D'accord. Voilà. Ok. Donc, les Grecs se définissent, comme tu l'as dit, par du coup la langue, Oui, les mœurs. les mœurs, la loi et du coup La loi écrite, en tout cas, le nomos, la loi écrite, qui garantit qu'elle est juste. Hein, ça, c'est Solon qui a introduit la loi écrite. Bon, évidemment, on peut remonter aux Acadiens ou aux Sumériens. Hein. C'est pas les Grecs qui ont inventé la loi écrite, en tout cas, mais on va dire dans le monde occidental, oui, c'est bien les Grecs qui ont inventé la loi écrite avec Solon. D'accord. Et du coup, est-ce que les Grecs, alors c'est très général ce que je veux dire, après on peut peut-être choisir une période en particulier, de toute façon j'imagine que cette image a changé, mais prenons par exemple à la veille des guerres médiques, Oui. début du 5e siècle avant Jésus-Christ, pour des Athéniens par exemple, quelle est l'image
qu'ils vont avoir des barbares, entre guillemets. Alors après, il faut choisir quel peuple barbare on parle, les Scythes. Tant que les barbares sont loin et ne menacent pas, ils sont vus comme des personnes un peu exotiques et qui méritent même qu'on s'y intéresse, parce qu'on voit justement l'évolution, c'est ça qui est intéressant, parce qu'Hérodote est contemporain des événements. Hérodote donc, écrit en ayant vécu à l'époque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que notamment, par exemple, que ce soit les Perses ou les Scythes, plus tard les Illyriens ou les Celtes, tant qu'ils menacent pas les frontières du monde grec, ils sont vus comme des voisins dignes d'intérêt. C'est en gros avec l'expansion des Perses, donc la première guerre médique, et on peut aussi parler de la conquête du royaume lydien, qui est quand même voisin des Grecs, que là, la perception va beaucoup changer. Notamment, on voit chez Hérodote, c'est que tant que les barbares sont lointains, ils sont vus comme des êtres exotiques. Par contre, on va voir qu'au fil du temps, ils apparaissent littéralement comme des ennemis. Hérodote le dit bien. Pourtant, il est vu comme un philo-barbaros, mais il parle bien des Perses comme l'ennemi des Grecs. Donc ça, c'est lié bien sûr à des enjeux politiques très très clairs. Pareil pour les Illyriens ou les Thraces, quand ils vont commencer un petit peu à faire des incursions en Macédoine notamment, ou les Celtes aussi en Anatolie. Là, on aura une vision évidemment beaucoup plus sévère du barbare, avec l'idée qu'on a maintenant du sanguinaire, du violent, etc. Mais au départ, je vous dis, les Grecs avaient une vision peut-être un peu condescendante, mais qui n'était pas du tout péjorative par essence. Ce qui est intéressant aussi dans cette période-là où Xerxès va débarquer en Europe pour tenter de conquérir la Grèce et cette partie des Balkans, puisqu'à cette époque, il était déjà le grand roi des Thraces et des Macédoniens. Oui, on va avoir tout un lexique qui va apparaître autour du mot Mède, en fait. Oui. Et un mot qui va donner c'est toujours des mots un peu insultants ou négatifs. Oui, alors on parle de médisme, d'ailleurs, comme on dirait... On parlait du laconisme aussi. Alors, évidemment, la Laconie, c'est la région de Sparte. Quand on était pro-perse, on parlait de médisme. Quand on était pro-spartiate, on parlait de laconisme. Donc effectivement, les Grecs, on a bien compris, avaient associé les Perses et les Mèdes dans un même ensemble. Donc les Mèdes, qui est un peuple iranien voisin des Perses, qui au départ d'ailleurs avaient soumis les Perses. Et c'est même les Mèdes, et j'en parle dans mon livre parce que je parle des Babyloniens, qui ont mis fin à l'empire babylonien. Donc on est là de mémoire vers 620, quelque chose comme ça. Et ensuite, assez rapidement, c'est les Perses, donc avec Darius Ier, qui vont prendre la place des Mèdes et les intégrer. Mais pour les sources grecques, et notamment Hérodote, c'était pas toujours très très clair la différence entre les peuples iraniens, qui sont un énorme conglomérat, parce que je parle d'ailleurs à un moment des Scythes, je parle également des Parthes dans mon livre, qui sont bien des peuples iraniens. Donc pour revenir là-dessus, mais en tout cas, Perses et Mèdes ne sont qu'une composante de cette grande famille des peuples iraniens. Alors, ça c'est intéressant, c'est que c'est vrai que je suis en train de lire Pierre Briand en ce moment. Et oui, on a réagi là-dessus. Voilà, et c'est vrai qu'il montre les ressemblances très fortes entre Mèdes et Perses. Est-ce qu'on peut les comparer, entre guillemets, à des ethnies iraniens, par exemple, comme si on pouvait dire, par exemple, je ne sais pas moi, des Italiens sont proches des Macédoniens, par exemple. Oui, on peut dire comme ça, mais en fait, moi j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas tout avant de se faire ce livre, c'est que les Perses, donc ils sont au départ un peuple d'Asie centrale, c'est des peuples, la grande famille indo-arienne, sont arrivés dans ce qu'on appellera la Perse vers 1000. Et d'ailleurs, la région s'appelait Parsou, et les Perses ont pris ce nom à une région qui existait déjà, qui était sous tutelle des Sumériens. Donc déjà, première chose. Et il y a un héritage intéressant chez les Perses, c'est la civilisation élamite. L'Élam, donc c'est en gros la région de Suse, on voit sud de l'Iran. Et les Élamites, c'est intéressant parce que c'était un peuple qui était ni de langue sémitique, ni de langue indo-européenne. On appelle ça les Asianiques. C'est comme les Sumériens, par exemple. C'est assez intéressant. Donc c'était des langues ni sémitiques, ni indo-européennes. Et donc les Élamites, qui avaient une civilisation très avancée, sous l'influence des Sumériens, ont fini par être agrégés aux Perses. Et c'est ce qui fait que les Perses ont quand même un degré de sophistication très important, parce que quand on pense au peuple iranien, on pense plutôt à des cavaliers nomades, qui vivent un peu en clan, en tribu. Et les Perses, eux, non, ils ont quand même tout de suite été avec des institutions puissantes. Et ça, c'est un héritage des Élamites, qui eux-mêmes étaient proches des Sumériens. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors, ils ont peut-être aussi hérité de leur
comment dire, de leur propension à construire. Quand on voit la dimension des palais bâtis par Cyrus et puis surtout par, Oui, oui, tout à fait. par Darius Ier. Oui, mais les Mèdes, par exemple, qui pourtant étaient leur équivalent, n'avaient pas ce degré de sophistication. Parce que les Perses ont occupé une région qui était déjà très puissante, très avancée. Donc, en gros, le pays de Sumer et l'Élam. Les Lames qui étaient un pays très, très, très riche, très développé, une civilisation très, très intéressante, assez méconnue et assez mystérieuse. Alors, qui apparentait aux Sumériens. Et puis, puis avec l'expansion de la Perse, j'imagine qu'ils ont aussi assimilé les savoirs des Babyloniens, des Égyptiens. Oui, évidemment. Oui, ça, oui, mais j'en parle très largement. Le génie des Perses, d'ailleurs, et c'est pour ça que je rends hommage à Cyrus, donc le tout premier. Parce que je parlais de Darius, mais c'était une erreur. C'est Cyrus, pardon. C'est Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse, qui est un intégrateur. Ça, le brillant le montre bien aussi. C'est pas un destructeur. Il garde les structures sacerdotales, notamment, un peu comme le fera Alexandre. Alexandre se met beaucoup dans les pas de Cyrus. Et d'ailleurs, c'est quand même lui qui va permettre aux Juifs exilés à Babylone de revenir en Judée, de refonder le temple. Donc ça a une importance considérable dans l'histoire du judaïsme, Cyrus. Donc c'est clair que c'est un empereur, ou un roi plutôt, pas empereur, un roi visionnaire. Et d'ailleurs, il est même à l'origine de tables de la loi que certains présentent comme les prémices des droits de l'homme. D'ailleurs, ça a été traduit en plusieurs langues et ça figure à l'ONU à New York. Il faudrait que je retrouve cette. Parce que, il a fait ça. En gros, c'est un peu la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes avant l'heure. D'accord. À propos des Juifs. Alors, il ne dit pas les Juifs explicitement, mais ça peut être vu comme ça, comme les prémices des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc Cyrus le Grand. Il y a 2700 ans. Et oui, on est là vers 650. Eh bien, et Alexandre, évidemment, a repris cette volonté intégratrice des Perses. Après, c'était quand même aussi des prédateurs. On voit la Lydie, par exemple. Sardes a été brûlée, pillée. Donc, faut pas non plus tomber dans l'angélisme, comme fait un peu Pierre Briand. On en avait parlé. Alors, attention, Monsieur Briand n'utilise pas le mot pillage pour les Perses. Il utilise transfert de ressources. Oui, c'est plus dit. Des captations de richesses. Oui, bien sûr. Pillage, c'est que pour les Macédoniens. Non. Alors, Sardes qui était une des régions les plus... Enfin, en tout cas, la Lydie, qui était une des régions les plus riches d'Anatolie, qui produisait qui avait donc le fameux fleuve, le Pactole, ce qui a touché le Pactole. C'était un fleuve de Lydie riche en électrum, donc qui est un alliage naturel d'or et d'argent. Mais là, non, c'est comment t'as dit, la captation, non, de là, quoi. Alors, il disait captation, non, il disait transfert. Transfert de richesse. Très gentil. Voilà. Oui, par contre, les Macédoniens, c'était du pillage. C'est du pillage. Oui. Non, mais on lui pardonne, Pierre Briand, mais je pense qu'il a eu une médaille de la République d'Iran, je pense. Il le mérite, il a fait moi, j'ai beaucoup travaillé sur Pierre Briand. Il a notamment fait des ouvrages sur Antigone le Borgne, Eumène de Gardia. Il a fait aussi le Que sais-je, qui est d'un certain niveau sur Alexandre le Grand. Après, c'est qu'il est très philo-perse, mais bon, pourquoi pas. On a tous nos biais, de toute façon. Oui. Mais moi, je le lis d'une façon, ça me fait rire. J'en rigole, tu vois. Oui, en tout cas, il a rendu grâce et remis au goût du jour les Achéménides, donc ça, on peut quand même Bien sûr. lui mettre à son crédit. Très important. Puisque c'est une civilisation fascinante. Et puis, toujours, moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, mais c'est quand même fascinant. Enfin, les Perses, ils sont quand même toujours là au même endroit depuis quasiment 3000 ans. Et puis, ils ont survécu. C'est comme si nous, on parlait du monde celte. C'est quand même fascinant. Bien sûr. Alors, il y a eu certes d'autres, il y a eu des migrations un peu d'Asie centrale quand même. Il y a eu d'autres, il y a eu aussi des populations turques. L'Iran, c'est pas aussi monolithique qu'on veut bien croire. C'est pas que des Iraniens pur jus. Mais bon, c'est quand même assez fascinant. Cette unité culturelle et linguistique, parce que le persan, c'est une branche du vieux perse. Et ce qu'on appelle l'avestique, l'Avesta qui était le livre sacré des Zoroastriens, et donc l'Avesta qui a donné l'Avestie, qui était le nom de la langue sacrée, on dira, des Perses dans l'Antiquité. Donc il y a toute une continuité là. C'est fascinant. Depuis plusieurs millénaires. Oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'histoire de l'Iran, malgré tout le contexte international, mais non, c'est fascinant l'Iran. On parlera tout à l'heure des relations justement entre les Perses et les Grecs, notamment. Après les guerres médiques. Moi, j'avais une petite question. Par exemple, on sait qu'à Athènes, la police était formée par des Scythes. Donc, des étrangers, des barbares, qui avaient pas mal de. Enfin, qui avaient simplement
assumé un rôle de police. Donc, s'il fallait, par exemple, rétablir l'ordre en mettant des coups de trique, il le faisait sans hésiter. Oui, oui, dans l'Agora, à l'Ecclésia. Alors après, je m'étais un petit peu renseigné là-dessus, mais c'était des esclaves, ça paraît étonnant. C'était une espèce de milice d'esclaves, d'archers scythes. Fascinant, parce que bon, on a eu l'occasion tu as eu l'occasion d'en parler, je pense, avec les Grecs du Bosphore, hein, mais effectivement, les Grecs, en tout cas les Athéniens, je parle spécifiquement des Athéniens, qui évidemment, avec le commerce en mer Noire, ont rencontré des Scythes assez tôt. Hein, dès 600, 550, ils sont rentrés en contact avec certaines tribus scythes ou scythiques, notamment ce qu'on appelle les Scythes royaux. Donc on est là en Crimée actuelle, n'est-ce pas? Et donc effectivement, mais ça n'a duré qu'à l'époque classique. Hein. C'est vraiment une parenthèse. Alors je vais pas dire que c'est un cliché, ce serait mal vu, mais c'est vrai que c'est des choses comme ça qui restent comme ça dans les mémoires, mais qui ont vraiment été que quelques décennies, quoi. Ça n'a pas. Voilà. Il n'y avait pas des sites partout qui faisaient la milice dans Athènes. Bon, non, c'était l'Athènes classique au moment justement où il y avait des rapports commerciaux très denses avec les rives de la mer Noire. De mémoire, on en a un comme ça chez Aristophane, je ne sais plus dans quelle pièce. Oui, ça, il est un peu grossier, il a du mal à parler grec et il adore le vin. Enfin, c'est je pense, le cliché que les Athéniens avaient de leur police scythe à l'époque. Alors il y a aussi une figure d'un Scythe à Athènes qui était un personnage semi-légendaire qui s'appelle Anarchosis, si je prononce bien, donc j'en parle dans mon livre, qui est un philosophe, donc c'était un prince, et qui est une espèce de chaman, et qui a vraiment existé, mais bon, après, il y a une version un petit peu légendaire, et donc qui a appris, et qui a notamment rencontré Socrate, et qui ensuite est revenu dans son pays auprès de son frère qui était le roi pour lui enseigner la sagesse grecque, sauf que ça lui a coûté la vie parce que il remettait en cause on va dire les cultes ancestraux, hein, les cultes chamaniques. Donc on a eu comme ça effectivement la figure un peu du Scythe, du barbare civilisé. Et du coup, j'avais une question, je l'ai posée tout à l'heure. Oui. J'ai évoqué les Perses. Donc, nous sommes tout de suite après la Deuxième Guerre médique. Et souvent, le grand public, les auditeurs, ont l'image d'un conflit vraiment qui a perduré des siècles, d'un conflit éternel entre les Grecs et les Perses. Mais en fait, c'était beaucoup plus complexe au niveau des relations. Des jeux d'alliance. Effectivement, en tout cas, les deux guerres médiques, on peut le voir comme ça. Alors, sans non plus, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que les guerres médiques, il y a une vision. Ils veulent envahir la Grèce. Non, ils veulent en gros instaurer des régimes favorables à la Perse, ce qui est pas tout à fait la même chose, sachant qu'il y avait quand même Hippias, qui était un tyran athénien, qui était pro-perse. Donc on est bien loin. Là aussi, une part de propagande, comme dans toute guerre, évidemment. Hein, mais je combats un peu cette idée simpliste de l'Orient versus l'Occident. Hein, c'est pas 300. Hein, voilà, ça c'est évidemment complètement biaisé. Alors, là aussi, sans tomber dans l'angélisme, hein, évidemment. Hein, c'est un empire en pleine expansion. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré la puissance des Grecs, ça c'est clair, sachant qu'ils venaient de battre les Lydiens, qui étaient quand même, c'était pas rien, hein, les Lydiens de Crésus, mais il n'y avait pas de volonté d'occuper l'ensemble de la Grèce. Je suis même pas sûr qu'ils aient rêvé de faire une satrapie en Grèce, je pense pas. Par contre, c'était l'idée d'instaurer, et c'est ce qu'ils ont réussi en partie, hein, dans certaines régions de Grèce, d'instaurer des régimes. Ça pouvait être des tyrannies, ça pouvait être des démocraties, plutôt des tyrannies, mais qui étaient favorables aux Perses. Ce qui nuance déjà l'idée d'une invasion pure et simple. Alors certes, ils ont tenté une opération militaire, ça c'est clair, mais l'idée, c'était pas nécessairement de faire de la Grèce une satrapie, parce qu'ils savaient bien que c'était quand même générer une région puissante, développée, avec des centaines de cités. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas naïfs. Par contre, effectivement, instaurer des régimes pro-perses, hein, on parlait du médisme tout à l'heure, qui était une réalité. Hein, il y avait le tyran d'Hippias, qui a été chassé par les Athéniens, et qui a travaillé main dans la main avec Xerxès. Mais c'est vrai qu'après, ensuite, il y a eu, notamment durant la guerre du Péloponnèse, les Spartiates qui ont été aidés par Artaxerxès, hein, leur Perse. Alors à un moment, ils étaient malins, les Perses, parce qu'ils voulaient affaiblir les Grecs, et donc un coup, ils aidaient les Athéniens, donc au début de la guerre du Péloponnèse, et ensuite, ils ont aidé les Spartiates, notamment pour monter une flotte de guerre. Donc ils changeaient d'alliance en fonction de leurs intérêts. Alors ça, c'est l'ironie du sort, puisque Athènes et Sparte étaient les chantres de la liberté des Grecs dans les années 480,
Et ensuite, ils acceptaient les Dariques perses pour se faire la guerre entre eux. Ah bah ça, évidemment, l'argent n'a pas d'odeur. Mais finalement, en 386, là aussi de mémoire, c'est la paix, ce qu'on appelle la paix du roi. Je crois que c'est Artaxerxès III de mémoire qui impose, là pour le coup, comme son l'indique, une paix entre cités parce que ça commence à bien faire, mais la mer Égée est constamment en guerre, hein, parce que c'est très complexe, parce que la guerre du Péloponnèse ne met pas du tout fin déjà aux guerres entre Athènes et Sparte. Hein. Il y a eu notamment la guerre de Corinthe, hein, voilà, il y a eu des guerres aussi en Crète. Il y a eu aussi bien sûr l'essor de Thèbes, de Syracuse également. Donc c'est une véritable poudrière, hein, le monde grec. Hein. Donc les Perses étaient plutôt à vouloir remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu les destructions de l'Acropole, il y a eu la destruction de temples, qui a énormément marqué les Grecs et qui a servi ensuite à la propagande anti-perse, notamment avec Isocrate, hein, qui est donc un rhéteur athénien qui a appelé les Grecs à se réunir sous un étendard commun. Alors au départ, il pensait aux Athéniens, peut-être aux Thébains, peut-être aux Spartiates, et puis finalement, il a choisi les Macédoniens de Philippe. Et il a même eu pour champion un Thessalien. Oui, Jason. Exact. Oui. Qui est mort assez vite. Oui, le roi de fer. De fer. Je ne sais pas s'il était roi, mais c'est ça. Roi, le tyran, ouais. Ouais, bien vu, bien vu. Mais finalement, il s'est rallié un peu bon gré mal gré au semi-barbare macédonien. Et ça, Isocrate, là aussi, j'en parle largement parce que y a quand même là une volonté philhellène. Là, pour le coup, Isocrate est le premier à vouloir vraiment mettre en avant le philhellénisme et l'idée de mettre de côté les rivalités entre Grecs pour se trouver un ennemi commun. Enfin, rien de mieux que dire de s'unir et de trouver un ennemi commun. Et bon, forcément, les Perses, donc étaient quand même une ombre menaçante, effectivement, sur le monde grec. Ça, c'est clair. Et du coup, on va aller tout de suite au IVe siècle. Et après, j'ai envie qu'on discute avant que l'émission se termine, parce qu'il est déjà 20h40, le temps passe vite. Bah oui, ça passe super vite. J'aurais aimé qu'on développe un petit peu aussi sur la relation entre les royaumes hellénistiques et puis les Galates, les Celtes. Mais avant ça, je voulais que tu développes un petit peu sur les relations entre les Perses et les Grecs pendant la conquête d'Alexandre, et puis ensuite après, notamment dans le royaume séleucide, comment se déroulait, entre guillemets, la vaste sujet. Alors là, quelques minutes. On pourrait en parler des heures. J'ai fait des pages et des pages sur Alexandre et les Perses. Pour revenir un petit peu à la matrice, donc j'ai parlé d'Isocrate, qui appelle les Macédoniens à s'unir, en tout cas les Grecs plutôt, à s'unir sous l'étendard macédonien pour déjà, en gros, libérer d'abord les cités d'Ionie. Le but, c'était pas de mettre fin à l'Empire perse. Ils n'ont pas rêvé à ça, hein, ça leur paraissait impossible. Donc l'idée, c'était d'abord de libérer l'Anatolie jusqu'aux rives de la Lyce, donc en gros la Cappadoce, hein, voilà. C'était de constituer, on va dire, une Anatolie grecque. Et on a aussi quand même en toile de fond Aristote, qui lui était très anti-perse. Alors lui, il a été traumatisé parce qu'il a un de ses amis qui s'appelle Hermias, qui a été torturé à mort. Voilà. Sous l'ordre d'Artaxerxès III, là aussi de mémoire, je me trompe peut-être, bon, en tout cas par un roi perse. Et Aristote a appelé de ses voeux à Alexandre de traiter les Perses comme des animaux. Voilà. Bon, évidemment, Alexandre est allé au-delà de ça. Alors par pragmatisme, je pense, parce que évidemment, on ne peut pas fonder un empire en s'aliénant la population indigène. Et il avait aussi besoin de troupes, hein, parce qu'il a dès 331 intégré ce qu'on appelle les épigones, donc 10 000 jeunes Perses, donc rien à voir avec les épigones, les fils des Diadoques, hein, c'est d'autres. Hein, épigones, ça veut dire héritier. Et puis bon, ensuite, on a bien sûr les noces de Suse, où il va inciter ses généraux et également des milliers de ses soldats à épouser des femmes perses et mèdes. Lui-même avait déjà épousé Roxane, une princesse bactrienne, et non pas perse. Hein, attention, Roxane n'est pas perse, donc elle est iranophone, oui, mais les bactriennes, attention, les Bactriens, là aussi, ça fait partie, on en parlait tout à l'heure, de la grande famille des peuples iraniens, n'est-ce pas? Là aussi, je parle des Gréco-Bactriens dans mon livre, bref. Et ensuite, il va épouser l'une des filles, enfin deux, je crois une nièce de Darius III, et Statera. Oui, c'est Statera et Parisatis, il me semble que les deux sont filles du... Alors Statera, elle s'appelle au départ Barsine, et elle a pris le nom de sa mère,
Mais attention, parce que Barcine, c'est aussi le nom, attention, c'est compliqué, d'une favorite d'Alexandre, qui était un peu son premier amour, qui était la fille d'un satrape perse qui avait été exilé à la cour de Péla. Donc ça, c'est et il avait eu un fils avec Barcine. Je fais une petite digression, mais il avait eu un fils avec Barcine qui s'appelle Héraclès. Exactement. Alors, il a été tué sous l'ordre de Lysimaque, le pauvre. Ouais, bah oui. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on a l'image d'Alexandre et des Grecs qui débarquent en Perse sans rien connaître de ce monde, mais finalement, les relations entre les deux sont séculaires. Et il y avait des nobles perses qui vivaient au palais de Péla. Bien sûr. Par centaines, donc Alexandre. En fait, il y avait même un pharaon égyptien, Nectanebo II, qui avait été chassé par les Perses. Donc, voilà. On est bien loin. Enfin, il connaissait très bien, et justement, il connaissait les faiblesses. Et là, je fais un petit aussi retour en arrière, grâce à Xénophon, avec les 10 000. On a vu qu'une expédition de guerriers aguerris et motivés, donc Xénophon, les 10 000, qui ont, en gros, c'était des querelles de succession entre deux princes, deux frères, Achéménides. Et il y en a un, c'est Cyrus le Jeune, contre Artaxerxès II, et la bataille de Cunaxa, on est vers 404 près de Babylone. Et donc bref, après il y a le retour un peu compliqué des 10 000, ils finissent par trouver la mer, Thalassa. Et bref, toujours est-il que Alexandre avait 2 livres de chevet, l'Iliade et l'Anabase de Xénophon. Et d'ailleurs le terme Anabase, qui veut dire monter vers le haut pays, sera repris plus tard par Arien. C'est le titre du livre consacré à la conquête macédonienne. Donc Alexandre connaissait parfaitement les faiblesses et les forces de l'Empire perse. Et ça, c'est l'image aussi qu'on se fait un peu parfois. Il arrive en mode bourrin. Non, il connaissait très bien. Il connaissait des nobles, il connaissait les satrapes. Il avait une de ses concubines qui était Barcine, qui était alors elle était à moitié grecque, je crois qu'elle avait une mère grecque. Exactement. Enfin, bref. Une mère rhodienne, précisément. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle était de la même famille que Mémon de Rhodes, non? Alors, c'est sa nièce. Oui, bah oui. En fait, l'épouse d'Artabase était la sœur de Memnon et de Mentor de Rhodes. C'est ça. Voilà. comme quoi, c'était un petit milieu. Ah bah, ils se connaissaient tous. Voilà. Et Memnon, c'était pour moi le meilleur adversaire d'Alexandre, et sa mort a été une bénédiction. Pendant le siège d'Halicarnasse, il est mort de maladie ou d'une blessure mal soignée. Enfin bref. Et il y a de grandes probabilités d'ailleurs que Memnon a lui aussi séjourné à Péla, puisqu'il était l'époux de Barcine à la base, avec Mentor. D'accord. Donc ils ont sans doute vécu à Péla. J'ai dû écrire ça sur Wikipédia il y a 15 ans, mais j'avais oublié. Donc ils se connaissaient tous intimement finalement. Ben oui, c'était un petit monde. Donc là aussi, on est bien loin des clichés hollywoodiens, j'ai envie de dire. Exactement. Alors sinon, après, tu voulais embrayer sur les Séleucides. Bah ouais, je suis désolé parce que là, le temps passe vite. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Séleucides. Ça fait vraiment une bonne conclusion. C'est quand même la seule dynastie hellénistique dont donc Séleucos a conservé l'épouse Apama qu'il avait, avec laquelle il s'était marié à Suse. Et donc Antiochos perse. Avait une mère perse. Donc c'est quand même à noter parce qu'il y a une ascendance gréco-perse chez les Séleucides. Voilà, c'est dit. Je termine là-dessus. Bah super. Et les Séleucides, qui est un royaume qui s'est, on va dire, étendu sur quasiment, on va dire, les 2/3 de l'empire d'Alexandre, entre guillemets, à son apogée, et qui perdurera plus de 200 ans finalement, même si le territoire sera bien réduit à la Syrie après, à la fin. Mais c'est ça. Parce qu'au départ, en fait, il était satrape de Babylonie, parce que là aussi, parfois, on fait un peu des clichés, parce que les Romains, notamment Tite-Live, parlaient des Séleucides comme rois de Syrie. Et partout, j'ai passé beaucoup de temps à virer tous ces mentions rois de Syrie. Ils les réduisaient à ça, oui. Voilà. Alors certes, à la fin, ils étaient plus qu'en Syrie, mais au départ, il est roi de Babylonie. C'est quand même pas mal. Babylonie, Mésopotamie, Perse aussi. Et ensuite, la Syrie, il va l'obtenir en 301, donc avant notre ère, après la bataille d'Ipsos, contre d'Isos. J'ai un trou de mémoire, je confonds, pardon. Non, c'est Ipsos, c'est bien Ipsos. Isos, c'est sous Alexandre. Ipsos, donc la bataille d'Ipsos, oui. C'est ça. Et donc il va récupérer la Syrie, ce qu'on appelle la Syria Séleucis, où il va fonder Antioche, Apamée, Laodicée, l'actuelle Latakié. Voilà. Et son royaume allait en fait jusqu'en Asie centrale et en Inde. Pas pour longtemps. C'est ça. Alors, il s'est quand même un peu fait bastonner par les Maurya, donc une dynastie indo-arienne. Et finalement, la frontière s'est arrêtée à l'Indus. Mais en retour, il a eu quand même 500 éléphants grâce au traité de paix. Et c'est avec ces 500 éléphants-là qu'il a marché, on va dire, sur la tête d'Antigone. Antigone, pour l'anecdote, pour nos auditeurs, ça m'a toujours fasciné, ces hommes qui se battaient aussi vieux. Antigone est mort à Ipsos à l'âge de 80 ans. Sur le champ de bataille. Par un javelot. C'est le père de Démétrios Poliorcète. Exactement. Comme Lysimaque, d'ailleurs, un des diadoques qui meurt à 81 ans sur le champ de bataille.
Tout à fait. Destin classique pour un gréco-macédonien. Bah, au moins, il n'est pas mort assassiné, parce que quand on fait la liste, moi j'ai même fait une vidéo, hein, j'ai fait genre un top 10 des meurtres, voilà, c'est quand même assez fascinant. Il y aurait de quoi faire aussi. Il y a des anecdotes mais incroyables de cruauté. Alors pas forcément les diadoques, mais dans l'histoire hellénistique, des choses incroyables. Bah, le plus dramatique pour moi, personnellement, vu que c'est plutôt mon tropisme personnel, c'est le destin de tous les Argéades. Parce que si tu fais le compte, alors Alexandre, on ne sait pas vraiment de quoi il est mort, mais si tu comptes Philippe, Olympias, ses frères et sœurs, ils ont tous fini assassinés. Même son cousin, il a tué son propre cousin. Exactement. Héraclès aussi, dont on parlait, assassiné. Alexandre IV. Mais j'ai envie de dire, ils faisaient ça proprement. Ils n'étaient pas torturés ou éviscérés. C'était un coup de poignard. Alors s'il y a eu un truc horrible, c'est quand même Olympias qui a fait tuer... Cléopâtre. Cléopâtre et la petite fille qui s'appelait Europée, elle a quand même fait égorger la fille dans les bras de sa mère et après elle a forcé la mère à se prendre. C'est vrai. Donc Olympia, c'était quand même un peu cruel. Non, moi je pensais une anecdote absolument horrible. Alors je crois que c'est Ptolémée 8, je pense, ou 9, qui avait épousé sa sœur. Voilà, donc jusqu'ici normal chez les Lazides. Et finalement, ça se passait pas bien. Et donc il a fait tuer leur propre enfant. Mais il s'est pas arrêté là. Il l'a dépecé ouais. Et il a envoyé la caisse dans une caisse à sa sœur épouse. Qui vivait à Chypre à ce moment-là, il me semble. C'est cela, tu as des connaissances. Ouais, non, c'est incroyable. Alors je sais plus c'est quel le numéro de Ptolémée, mais et je crois que c'était une Cléopâtre, je sais plus combien non plus. Bref, non, les Lagides, c'est la consanguinité. Il y a un moment, je pense qu'ils ont perdu les pédales. Hein. C'est bien possible. D'ailleurs, il me semble que les grands rois perses épousaient leurs sœurs aussi. Il y avait cette genre de consanguinité. Oui, alors mais je pense que c'était plutôt des mariages honorifiques, hein, parce que je suis pas sûr qu'elles assuraient la descendance. À vérifier, mais je pense que c'était plutôt des mariages symboliques. Ça permettait d'éviter qu'il y ait trop de concurrents pour l'héritage. C'est une forme d'endogamie, voilà. Et pareil, en fait, en tout cas chez les Lagides, c'était un peu faire plaisir aussi aux indigènes égyptiens avec le mythe d'Isis et Osiris, mais c'était aussi l'idée d'une forme d'endogamie, d'éviter de disperser les successions, mais résultat, ça n'empêche pas qu'il y avait des querelles de succession d'une cruauté qui dépasse l'entendement. C'était pas la même époque, bien sûr. Alors, pour passer très très vite à la suite, puisque après on aura la question des auditeurs, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, je sais que c'est rapide, hein, mais les relations entre les Galates, ce que les Grecs appelaient les Galates, en fait les Celtes, ce sujet. Et les Grecs, et en fait, comment ils sont arrivés dans le monde grec au début du IIIe siècle, un petit peu brutalement. Oui, alors déjà, évidemment, les Celtes, c'est une très grande famille. Bon, déjà, le terme Celte est un peu impropre, parce que c'est un terme grec qui a été popularisé, son keltoi, par l'ami Hérodote. Évidemment, les Celtes eux-mêmes s'appelaient par leur nom de tribu. Alors, sachant qu'en fait, ces Celtes, c'est des Celtes qui viennent donc des Balkans, de la région du Danube, mais certaines viennent effectivement de Gaule. Notamment, il y a les Tolistoboges et les Tectosages, quelque chose comme ça. Ils ont des noms à coucher dehors. Donc, c'est des tribus en fait qui ont migré. Donc, il y a comme des jeux de dominos, voilà, qui ont fait que finalement, ces Gaulois, on va dire, ces Celtes de Gaule, se sont finalement retrouvés dans la région du Danube. Et finalement, ils ont envahi les Balkans. Alors, il y a un moment, il y avait quand même les Illyriens qui ont fait un petit peu tampon, mais bon, ils les ont un petit peu repoussés. Et puis finalement, en 277, ils ont déboulé, donc avant notre ère, en Grèce, notamment, ils sont allés jusqu'à Delphes, ils ont pillé la Macédoine. Alors, la légende dit qu'Apollon a généré une tempête. Il y a eu vraiment une tempête pour le coup. Enfin, en tout cas, Apollon a donné un petit coup de pouce aux Grecs. Et finalement, Delphes n'est pas tombé. Leur chef, le chef des Celtes, Brennos qui est un terme générique, qui veut dire chef en fait. Donc, il y a plusieurs Brennos, notamment le fameux Brennos qui a... De Rome. De Rome, voilà. Le Vaevictis, c'est aussi Brennos. Bon, c'est pas le même, évidemment. C'est de 2 siècles avant. Donc bref, toujours est-il que on les appelle pas encore les Galates. On va dire que ces Celtes étaient divisés en plusieurs armées. Donc il y a une armée qui a été battue finalement en Grèce et une autre qui est partie vers l'Anatolie à l'appel du roi de Bithynie, qui s'appelait Nicomède, pour battre un voisin. Et finalement, il les a embauchés comme mercenaires, sauf qu'après il n'avait plus besoin d'eux. Et puis les Celtes, qui étaient un peu sans terre, ont fini par s'incruster au centre de l'Anatolie. Et c'est là où les Grecs ont commencé à les appeler les Galates. Alors, il y a plusieurs étymologies. Moi, je ne parle pas trop d'étymologie en général parce que c'est très vaseux. C'est beaucoup des comparaisons un peu fantaisistes, parfois un peu foireuses. Parce que certains disent Galate, ça vient
du mot fort, ça ressemble à gaulois, effectivement ça ressemble à gaulois. D'autres qui disent que ça vient du mot blanc, enfin bref. Bon. En tout cas, les Galates, c'est le nom qu'on donne aux Celtes qui se sont installés en Anatolie. Finalement, ils vont devenir une espèce de principauté. Ils vont beaucoup embêter les Attalides, donc de Pergame, un royaume hellénistique. Ils vont aussi beaucoup embêter les Séleucides, et notamment Antiochos Ier, dont on parlait tout à l'heure, le successeur de Séleucos, va les battre vers 270, avec ses éléphants de guerre, d'ailleurs, une bataille qu'on appelle la bataille des éléphants. Donc finalement, ces Galates vont se mélanger avec les Grecs, et d'ailleurs, les Romains vont les appeler avec beaucoup de mépris les Gallo-Grecs. Et les Galates vont ensuite être embauchés par le royaume du Pont. Comment il s'appelait déjà? Mithridates. Ouais. 10, voilà. Et finalement, les Romains, ils vont les massacrer. Un véritable génocide. Ils vont littéralement génocider les Galates. Et il y a une campagne absolument terrible où ils ont tué femmes, enfants, etc. Donc terminé, la présence galate n'a cessé d'exister. Donc on est là, 1er siècle de notre ère, avant notre ère. D'ailleurs, Mithridates, c'est un des rois hellénistiques que j'admire le plus, avec Alexandre, avait pour garde personnel des Galates. Et c'est d'ailleurs, avant de mourir, quand il est acculé par les Romains, c'est l'un de ses gardes du corps Galates qui va le tuer à sa demande, pour pas être livré aux Romains. Alors, il y avait aussi beaucoup de mercenaires galates dans les armées hellénistiques, notamment chez les Séleucides, chez les Lagides également. Il y avait même des colonies galates. Et c'est même eux aussi qui ont apporté certains usages, notamment le tureos, donc un long bouclier qui ressemble un peu d'ailleurs au bouclier des légionnaires romains. C'est aussi qui vont amener l'épée longue. C'était d'abord des épéistes. Donc c'est intéressant parce qu'ils vont aussi influencer les Illyriens d'ailleurs dans l'armement. Voilà, on va pas parler des Illyriens aujourd'hui, mais oui, c'est là qu'on voit apparaître dans les armées hellénistiques les tuérophores, là, les porteurs de tuéros. C'est ça, voilà, de boucliers. En fait, qui portaient des boucliers gaulois. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu voudrais rajouter peut-être développer sur un autre peuple barbare qui te plaît? Non, moi personnellement, ce qui m'a fasciné, c'est les Scythes. Oui. Alors pour ceux qui connaissent Game of Thrones, pour moi c'est un peu les Dothraki. Fascinant parce que c'est vraiment le miroir inversé du grec, parce que c'est des nomades, ils sont libres. C'est ce que je dis un peu dans mon livre, mais jamais peuple n'a été aussi libre dans l'histoire. Ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas d'État. Bon, j'ai envie de dire que c'est la loi du plus fort, mais enfin, c'est fascinant les Scythes. Et ils vont perdre beaucoup en se sédentarisant. Voilà une belle leçon de l'histoire. Tant qu'ils étaient nomades, ils étaient libres. Les Scythes, donc, qui sont en Ukraine, Crimée, Russie actuelle. Alors, c'est là aussi un terme un peu générique. On parlera de peuple scythique parce que voilà, il y a les Scythes royaux, donc c'est ceux qu'on connaît, on va dire, en tout cas du point de vue des Grecs, ce qu'on appelle les Skolotis en grec. On a les Sakas, donc ça c'est plutôt ceux qui sont en Asie centrale. On a les Massagetes. On a aussi les Sauromates, qui vont donner plus tard les Sarmates, qui ont donné d'ailleurs la légende des Amazones. Et c'est Sarmates qui vont donner les Alains, qu'on connaît au moment des migrations barbares, la fin de l'Empire romain. Donc les Scythes, c'est une famille, ça appartient aux Iraniens, mais c'est une espèce de famille à part chez les peuples iraniens. Très fascinant, vraiment. C'était des farouches guerriers, et ils avaient notamment un rite, c'était quand un guerrier tuait son premier homme au combat, il faisait avec la peau de son ennemi un carquois. Et longtemps, alors c'était dit par Hérodote, donc on a dit tiens c'est une légende, et en fait avec les recherches en paléogénétique, on a trouvé effectivement des restes de peau humaine sur les carquois des Scythes, qui ont aussi inventé l'arc composite, c'est quand même pas rien, qui ont aussi été à l'origine des Parthes. Là aussi, il mérite d'en parler très longtemps. Les Parthes ne sont pas des Perses, comme on croit trop souvent. Ce sont une tribu scythique qu'on appelle les Parnis, qui ont envahi une région, une satrapie, donc au nord de l'Iran, qui s'appelait déjà la Parthie. Donc ils ont pris le nom de la région. Et ensuite, ils ont effectivement adopté les usages achéménides. C'est pour ça qu'on dit que les Parthes sont les héritiers et les continuateurs de l'Empire perse. Donc c'est une confédération iranienne, les Parthes, et très évidemment très puissants, qui ont fait beaucoup de mal aux Séleucides et aux Romains. On connaît tous la bataille de Car. Donc pour le coup, les Scythes sont aussi à l'origine des cataphractaires, donc de la cavalerie lourde avec une armure lourde, la carapaçon là sur les épaules du cheval. Là. Ah oui. C'est fascinant les Scythes. Et puis il y avait les femmes guerrières, les Amazones. Là aussi, j'ai écrit quelques pages là-dessus.
fascinant aussi, les Amazones. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure des carquois en peau humaine, Oui. cité par Hérodote, que la recherche finalement confirme, puisqu'on disait souvent qu'Hérodote fabulait. Et quand il parle des femmes guerrières chez les Scythes, finalement, dans certains, on appelle ça les kourganes en Russie, certains tumuli, on retrouve des tombes avec des armements dans des sépultures féminines. Donc ça confirme, ça corrobore un petit peu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur ma chaîne, parce qu'en Russie, on a découvert des tombes de femmes guerrières. Alors, le tout, c'est que après, il faut bien dater le truc, parce que les tumuli, par exemple, ça pouvait être beaucoup plus ancien, parce que c'est ce qu'on appelle la culture Yamna, donc c'est en gros les proto-indo-européens. Parce que les sites, effectivement, ont repris à leur compte, parce qu'ils sont restés au même endroit que les proto-indo-européens. Donc forcément, j'ai envie de dire, ils ont gardé les usages des tumulus, ou tumuli, si on veut être latiniste. Mais effectivement, donc les sites ont gardé ces usages-là, et on a bien effectivement trouvé des tombes de femmes guerrières, et notamment avec un torse très développé, ce qui laisse à penser qu'elles étaient archères. Donc la légende des Amazones repose sur une vérité, sur une vérité historique. Voilà. Voilà. Okay. Sachant qu'on retrouve aussi, je crois, en Ossétie. Je crois en Ossétie, on a découvert aussi des tombes. Mais alors, c'était pas forcément des sites d'ailleurs, c'était d'autres tribus d'Asie centrale. Mais enfin, voilà. En tout cas, pour terminer là-dessus, ça me fait penser. Mais il y a aussi, quand je parlais des Parthes, parmi les peuples iraniens également, qui méritent aussi d'être mis en avant. Même s'ils n'ont pas laissé de traces archéologiques, parce que malheureusement, après les Parthes, il y a eu les Perses sassanides, et ensuite les Arabes. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de monument, il n'y a pas de ville parthe. Par contre, ils avaient une armée absolument redoutable, et ils n'ont jamais été battus, ni plus ni moins. Bon, un peu Antiochos III avec la base là en Haute-Asie, mais les Romains se sont cassés les dents. Marc-Antoine, il a tenté ses noces en vain. Plus tard, même Trajan, ça n'a pas été un grand succès non plus. Donc, en tout cas, si on veut faire un palmarès des barbares qui n'ont jamais été vaincus, je vais mettre les Parthes en premier. Les Parthes. Ah ouais, c'était costaud. C'est l'ancêtre de la chevalerie, sachant qu'il n'y avait pas l'étrier à l'époque. Imaginez. Alors du coup, ça va permettre une transition sur la dernière question avant qu'on passe aux questions des auditeurs. Donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, vous envoyez un petit emoji avec la main dans la conversation, ou vous m'envoyez un message en privé si vous êtes trop timide. Pas de problème, je lirai ça à Benoît. Donc dernière question, puisque tu parlais des défaites romaines contre les Parthes. Oui. Question un petit peu provocatrice de ma part, bien sûr. Donc, est-ce que les Romains étaient des barbares comme les autres ? Eh bien oui, en tout cas, selon les concepts grecs, au départ, les peuples italiques étaient vus comme des barbares, quel que soit d'ailleurs leur degré de sophistication, parce que même les Étrusques, qui avaient une civilisation extrêmement sophistiquée, étaient vus aussi comme des barbares, sauf qu'en fait, donc on est là en 146 avant Jésus-Christ, la prise de Corinthe, les Romains mettent au pas la Ligue achéenne, donc on va dire le dernier État indépendant grec. Et là, il y a un basculement parce que les Grecs ont, on va dire, besoin d'un protecteur, ont peut-être besoin d'espoir, on dira, et ils vont considérer les Romains comme leur égal. Et là, ils les voient plus du tout comme des barbares. Mais au départ, en tout cas dans mon livre, j'ai pas fait un chapitre spécifique sur les Romains, mais j'en parle très souvent à la conclusion de chaque chapitre parce qu'effectivement, les Romains sont des continuateurs. Surtout qu'il y a, il y a une vague, il y a une mode de l'hellénisme, alors qui est très critiquée, notamment par Caton l'Ancien. On est là au IIe siècle avant notre ère, qui à un moment était très très mécontent. Donc c'était un sénateur, un conservateur. Et il était très très mécontent parce que les Grecs avaient envoyé des philosophes comme ambassadeurs, et ils avaient beaucoup trop de succès. Et voilà, ils remplissaient les salons, on va dire, à Rome. Et Caton a écrit des phrases célèbres, enfin voilà, pour critiquer cette hellénisation forcée. Et alors cette hellénisation, on va dire, qui va se développer justement au milieu du IIe siècle avant notre ère, quand la Grèce tombe aux mains, ils en font des provinces. Donc c'était d'abord la province de Macédoine, et ensuite la province d'Achaïe, en gros Péloponnèse. Et ensuite, il y a une nouvelle mode aussi sous Auguste, qui était assez philhellène, et d'ailleurs qui va visiter le tombeau d'Alexandre. C'est le cas aussi d'ailleurs de Caligula.
De Caligula, César, oui, sûrement, oui, parce que lui, il allait à Alexandrie. Donc un peu plus tardivement, donc Caligula et Caracalla également. Ouais, c'était, j'en ai parlé dans le Figaro Histoire cet été. C'était Oui, l'Imagio Alexandrie où les empereurs aimaient se comparer à Alexandre et à ses conquêtes. c'est ça. Voilà, et à essayer de se mettre dans les pas du conquérant. Et on se demande si c'est pas Caracalla qui aurait piqué L'armure, 2-3 goodies. Oui, en c'est bien grand possible. fan. Voilà. Mais il est bien loin de la vision dans Gladiator 2, hein. Attention. Hein. Ah oui, non, alors, Espèce oui, bien sûr. d'empereur, je fais une petite parenthèse, mais empereur totalement dégénéré, décadent. Bon, Caracalla était certes très cruel, hein. Il a fait massacrer des milliers d'Alexandrins. Il était très cruel, bon. Mais en même temps, on ne pouvait pas être empereur romain et être pacifique. Mais en tout cas, il a quand même mené des campagnes contre les Alamans et les Parthes. Donc, c'est quand même pas rien. On est bien loin de l'espèce de fou déviant. Bon, ça, c'est vraiment le cliché hollywoodien aussi. L'impression que les empereurs, c'est tous des maboules. Non. Alors, en plus, l'édit de Caracalla, enfin, je ne vais pas faire le cours d'histoire, mais l'édit de Caracalla, c'est quand même pas rien. En 212, il accorde la citoyenneté à tous les citoyens libres de l'Empire. C'est un geste politique d'une importance incroyable. Alors certes, il sera assassiné par ses généraux quelques années plus tard. Certes, mais Caracalla, il mérite autre chose que ce portrait délirant dans le Gladiator 2. Alors, tu vois, c'est peut-être aussi une image d'Épinal que j'ai personnellement, mais quand j'ai vu le film et que j'ai vu comment Ridley Scott a dépeint les deux empereurs, Oui. moi, j'ai pensé à Héliogabal. Oui, c'est ça. m'a J'ai fait l'impression penser à il a fait un Héliogabal. mélange d'Héliogabal, Néron, Caligula. Enfin bon, c'était d'abord des chefs d'armée. Mais Enfin c'est vrai que voilà. quand tu admires Surtout à cette époque-là. quand tu admires le portrait photoréaliste de Caracalla, qui est dans je ne sais plus quel musée, je ne sais pas comment il est arrivé à lui donner cette image dans le film, en fait. Bah, il était d'origine. Enfin, c'était un Syrien, hein, Ouais. enfin, d'origine syrienne. Hein. Sa mère était une grande prêtresse. Donc c'est le premier empereur. Enfin, c'est pas le premier parce qu'il y avait eu des Sévères avant lui. Il y avait eu son grand-père, Sétime Sévère, mais c'était une famille syrienne, enfin sémitique. Quand je dis syrienne, pas syrienne arabe. Hein. Donc c'était des sémites. On dirait des puniques, des phéniciens, pour faire court. Alors tout à l'heure, tu évoquais quelques cruautés parmi les rois hellénistiques. Oui. Effectivement, pour Caracalla, on pourrait évoquer le fait qu'il ait assassiné son frère dans les bras de leur mère. Oui, il a piégé, c'est ça. Il a dit on va se réconcilier, on va aller ripailler ensemble, faire une orgie, et puis il a traîtreusement poignardé dans les bras de sa mère, effectivement. Voilà. Mais il craignait lui-même pour sa vie. Hein. Il craignait lui-même pour sa vie. Et il a fini assassiné, voilà. Voilà, ça c'est normal. Hein. En empereur romain, c'est considéré comme la profession la plus dangereuse de l'histoire, empereur romain. Ah, ils sont très peu nombreux à être morts dans leur lit, je crois, à part si on met de côté soldats, Octave, à part Octave, qui est mort. Oui, on devrait faire la liste des empereurs morts dans leur lit. Ils sont pas nombreux, effectivement. Bah, écoute, Adrien, Marc Aurèle, je crois, Adrien et Marc Aurèle, je pense qu'ils sont morts paisiblement, je crois. Oui, et puis il y avait aussi Tibère, il me semble. Oui, possible. Voilà, les premiers, quoi. Voilà. Bah écoute, Benoît, je crois que l'émission touche à sa fin. On a un petit peu débordé. C'était passionnant, malheureusement. On pourrait y passer des heures et des heures. C'est sûr. Alors, les amis, si vous avez aimé cette émission et si vous avez d'autres questions à poser à mon invité, n'hésitez pas à lever la main ou à demander la parole ou à m'écrire un petit message en privé. Voilà. En attendant, je ne sais pas si tu voulais évoquer peut-être une autre anecdote sur non, mais j'en profite parce que voilà, j'ai pas trop l'occasion de le faire. Mais je pense que mon livre peut être assez intéressant parce que, en gros, je le dis très clairement dès l'intro, mais je reprends en partie des articles que j'ai écrits moi-même sur Wikipédia, mais en les actualisant vraiment avec des recherches, notamment en paléogénétique, parce qu'il y a eu beaucoup de confirmations, notamment on parlait des Yamna, donc des Indo-Européens. Et longtemps, c'était un mythe, hein, le foyer originel des Indo-Européens, donc ce qui a alimenté évidemment aussi beaucoup d'hypothèses racistes, etc. Je pense aux Aryens, n'est-ce pas? Mais en tout cas, la paléogénétique a bien prouvé, j'en dire par A plus B, le foyer d'origine, c'est l'aplogroupe R1b, si je dis pas de bêtises, qui est la composante majeure des peuples indo-européens. Donc c'est assez fascinant, donc pour le coup. Donc voilà, j'essaie quand même d'actualiser mes sources, et je parle aussi des Indo-Européens parce que je fais un chapitre assez sympa, on va dire, espèce de conclusion. C'est sur les confréries des jeunes guerriers, qui est un point commun en fait de tous ces peuples. On parlait des Scythes, on parlait des Grecs, qui ont absolument rien à voir, mais ils ont quand même un fond indo-européen. Parce qu'on pourrait quand même distinguer les Indo-Européens, enfin des peuples barbares non indo-européens et indo-européens. Et il y a un fond commun. Et donc que ce soit les Germains, les Celtes, les Scythes, les Perses ou les Grecs, il y avait l'idée d'initiation de jeunes groupes de guerriers qu'on envoyait loin dans la nature,
On les laissait se débrouiller dans la forêt, etc. Comme la Gaugée spartiate. C'est ça. Alors, effectivement, la cryptie, surtout la cryptie. Hein, la cryptie, c'est l'un des aspects. La Gaugée, c'est le. Ah oui, c'est l'éducation en général. La cryptie et l'éphébi, ça c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais il y a aussi l'équivalent chez les Scythes et les Germains et les guerriers loups. Et c'est ce qui va donner bien plus tard les berserkers chez les Vikings. Donc, peuple germanique, bien sûr. Et donc, je fais une espèce de conclusion là-dessus. En reprenant les thèses de Bernard Sergent, donc, qui est un grand historien spécialiste des Indo-Européens. Donc voilà, donc, je ne reste pas que focalisé sur les Grecs, parce que l'idée c'était de dépasser un peu le cadre de l'histoire grecque, même si je fais 2 chapitres complets sur les Grecs, parce que je ne peux pas me dire prétendre helléniste sans commencer par l'histoire grecque. Donc je refais un petit topo quand même sur l'histoire grecque, rapidement, les grandes phases, on va dire, de l'histoire grecque. Et ensuite, j'attaque chapitre 2 qui sont les barbares. Et ensuite, il y a 16 peuples. Bon, il y a un topo sur Hérodote également. Donc, voilà, moi, je parle des Carthaginois, je parle des Illyriens, les Pélages aussi, il y aurait de quoi faire. Mais bon, je vous renvoie à mes vidéos si ça vous intéresse. Je parle des Juifs également, c'est un beau sujet aussi, hein, les relations, la fameuse expression Athènes et Jérusalem, il y aurait de quoi dire aussi. Donc, voilà. Donc, eh bien, je partagerai la couverture et si tu le veux aussi, le résumé du livre à mes auditeurs. N'hésitez pas à vous le procurer. Je crois que j'ai eu un signe de Simone. Je ne sais pas si c'est juste que tu as apprécié l'émission ou si tu voulais prendre la parole. Bonsoir. J'ai réussi, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste demander quelque chose, c'est par rapport au mot barbare. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je me suis demandé si ça venait pas de l'araméen bar, qui signifie, comme il y a de toute façon un lien quand même avec toute la Judée, etc. Bar en araméen, c'est fils, alors que dans la langue juive, c'est ben. Et alors, comme il y a quelque chose d'assez, comment dire, comme c'était le peuple en fait qui était pas aussi à même de comprendre ce qui se passait au niveau des grands prêtres, etc. C'était la langue vraiment du peuple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté comme ça un petit peu méprisant? Voilà, je sais pas. C'est ce que je disais, je ne sais pas si vous étiez là au tout début de l'émission. Oui. En fait, barbare, au départ, c'est une onomatopée qui est un peu presque une moquerie, en fait. Alors oui, voilà. Imaginez barbare, une langue gutturale, parce que les Grecs avaient évidemment une très haute opinion d'eux-mêmes. Et alors là, bon, j'avoue, je n'ai pas d'informations particulières sur l'araméen, bon, même si je parle un petit peu des araméens dans mon livre, mais j'imagine pas des contacts... ça me paraît un peu compliqué, des contacts à l'époque. On est à l'époque classique, à l'époque d'Hérodote. Oui, d'accord. Sachant qu'Homère, en fait, c'est Homère le premier qui a écrit le mot barbare. On est là vers 700. Il n'y avait pas de contact entre le monde grec et le monde araméen. En fait, il faut voir ça comme, comme une onomatopée de bruits un peu gutturaux qui raclent un petit peu la gorge. Hein, parce que le terme barbare, au départ, c'est par définition ceux qui ne parlent pas grec. Il n'y a pas forcément de conception ethnique ou même péjorative par essence, mais c'est l'idée que ce sont des peuples qui, certes, ne sont pas régis par le logos, mais qui d'abord ne parlent pas grec. D'accord, entendu. Merci. Avec plaisir. Par contre, je parle des araméens. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'émission, hein, parce que franchement, avec plaisir. On apprend tellement de choses que voilà. Et sinon, je vous renvoie à ma chaîne. Hein, d'accord. Je vais vous suivre de toute façon. Ok. Merci. Au revoir. À bientôt, Simone. Merci. Au revoir. Au revoir, Simone. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ils sont timides ce soir, ou alors tu as été très complet. En tout cas, Benoît, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver. Merci à toi. Mais je t'en prie. Vous pouvez retrouver cette émission. Elle est enregistrée sur Twitter pendant un mois. Et Benoît la mettra sur sa chaîne YouTube bientôt aussi. Voilà. C'est ça. Elle ne sera pas perdue. Je te demanderai après. Je ne vais pas embêter les gens avec ça pour les petites manips si tu veux m'envoyer l'audio. Bien sûr. Et puis vous pouvez retrouver son ouvrage qui vient de sortir, Grec et barbare, l'enquête chez l'Harmattan. Voilà, n'hésitez pas pour le soutenir. Et puis merci à vous, merci à toi Benoît pour cette émission. Et puis merci Héraclès, merci à vous tous. À très bientôt. Un plaisir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.